Oui, le populisme en masque, c'est le titre de mon travail. Au XIXe siècle ont eu lieu de grands mouvements révolutionnaires qui se sont eux-mêmes nommés populistes ou populaires. Ils étaient menés par des intellectuels et des étudiants qui se rapprochaient des paysans ou des ouvriers agricoles pour les instruire et défendre leurs droits. Actuellement, par ce terme de populisme, on a l'habitude de réunir toutes les tentatives de rupture avec le système de gouvernement dominant, laissant de côté si cette tentative provient d'un mouvement démocratique ou bien d'idéologie nationaliste, de fanatisme raciaux ou religieux. Quand il s'agit de mouvements démocratiques, imposer ce nom masque et révèle à la fois le grand désir de l'oligarchie, gouverner sans division du peuple, gouverner sans politique et sans considérer les conflits sociaux. Il ne faut pas oublier que des mouvements qui incluaient les aspirations démocratiques de certains secteurs du peuple ont été conduits par des politiciens qui, en s'opposant au secteur de la grande bourgeoisie, spécialement en Amérique latine, représentaient une minorité qui utilisait la force des couches populaires pour atteindre leurs objectifs et se référer au peuple comme si celui-ci constituait un élément indivisible. Dans le sens d'effacer la division, le nom populisme est un masque qui cherche à cacher les désirs de ses dirigeants, qui sont toujours une élite, même s'ils essaient de discréditer les élites des autres partis politiques. Et qu'après avoir atteint les objectifs, il explique aux travailleurs qui les ont appuyés que leurs besoins seront considérés plus tard. Mais ce n'est pas l'unique masque. Nous pouvons dire aussi que le gouvernement parlementaire représentatif est un masque d'un gouvernement d'élite au visage plus aimable d'administrateur du système capitaliste quand il est possible de distribuer de la plus-value. Il s'agit du masque d'un droit égal pour tous dans le domaine juridique, mais pas dans celui de la production. C'est cependant un système qui permet plus de liberté d'action démocratique pour les travailleurs et de circulation des idées qu'un système totalitaire. À partir des dernières crises imposées par la mondialisation, où le capital s'empare des trésors de la nature et de la terre, dépouillant les habitants des pays sous-développés, apparaissent des mouvements de rébellion utilisés par différents agents. Disons donc qu'aujourd'hui, nous pouvons considérer comme populisme tout mouvement qui se prend lui-même comme représentant du peuple en général, confondant le mouvement populaire démocratique avec le grégarisme. Sous ce terme, se sont regroupés des mouvements bien différents, et il ne convient pas de leur réduire à des étiquettes, car il peut s'agir de mouvements de lutte démocratique ou bien de recul identitaire nationaliste ou religieux, ou bien un mélange des deux. En tant que cas particulier, je ferai un bref commentaire sur le mouvement qui s'est déclenché en Catalogne. À partir de 2007, bien que le nationalisme catalan y soit enraciné depuis bien plus longtemps, il s'agit de ce qu'on appelle le processus indépendantiste, qui a culminé cette année avec la déclaration unilatérale de la République catalane. C'est alors produit un état d'exception qui a conduit à l'intervention du gouvernement d'Espagne avec une majorité de droite au Parlement. Deux partis indépendantistes catalans et un autre supposé anticapitaliste, avec un 48% de votes, ont fermé le Parlement autonomique, la Catalogne, et émis des lois anticonstitutionnelles. Ils ont décidé de se détacher de l'Espagne au nom du peuple catalan, ignorant les 52% constitués principalement par la population d'origine espagnole, ainsi que de plusieurs Catalans non indépendantistes et de gens de diverses nationalités qui vivent aujourd'hui en Catalogne. Une perturbation politique et idéologique très utile pour cacher la corruption, tant de la droite espagnole que de la droite catalane.
Ils ont instrumentalisé la mobilisation d'une masse d'harcèlement, comme dit Canetti, menée par deux associations semi-religieuses qui, dos au Parlement, dominaient la majorité de leurs cadres appartenant à la bureaucratie gouvernementale, aux employés publics financés par la Generalitat de Catalogne, spécialement dans le domaine de l'éducation et l'appareil médiatique en catalan. Ils finançaient aussi des institutions de l'administration publique créées ad hoc pour favoriser ce qu'ils appelaient État à soi. Ce mouvement, conduit par cette bureaucratie et par les représentants de la moyenne bourgeoisie, s'affrontant avec la bourgeoisie financière espagnole, a provoqué finalement la fuite des entreprises et des banques. Le résultat était l'intervention du gouvernement central et l'emprisonnement pour rébellion et malversation de fonds publics de leurs principaux dirigeants, qui se plaignent à présent de la répression franquiste. Actuellement, on peut voir l'aggravation des conditions de vie du peuple qu'ils prétendaient représenter. Ces mouvements étaient appelés populistes, à raison parce qu'ils faisaient tout au nom du peuple catalan et contre les franquistes, entre guillemets, parmi lesquels étaient inclus les partis démocratiques qui fonctionnaient depuis la transition postérieure au franquisme, des écrivains, des chanteurs, des cinéastes, des dirigeants syndicaux que cette masse d'harcèlement dénonçait dans leurs moyens de communication, écrivant des insultes sur le mur de leur maison et des réseaux sociaux. On a cependant oublié un détail très important en l'appelant seulement populiste. C'est qu'il s'agit d'un mouvement nationaliste identitaire. Ce nationalisme rétrograde imprègne l'éducation publique et toutes les institutions du gouvernement catalan. Comme toujours, les conséquences de ces mouvements nationalistes produisent un glissement vers la droite de tous les partis politiques qui, pour les vaincre, doivent signer des alliances qu'ils n'auraient pas acceptées dans d'autres circonstances. La falsification des faits, la tergiversation de l'histoire, l'utilisation perverse des mots comme démocratie, volonté populaire, majorité parlementaire, prennent une grande importance car bien qu'ils n'aient pas eu la majorité des votes, ils ont en obtenu presque 2 millions et ils ont organisé des manifestations d'1 million de participants en plusieurs occasions. Il s'est produit une sorte de délire collectif. Cette illusion consiste à la création d'une interprétation de l'histoire et l'invention d'une réalité parallèle à laquelle ces votants croient encore, n'ayant demandé à ces dirigeants aucune explication sur l'échec de la déclaration unilatérale de l'indépendance. Ils jouissent plutôt à la division entre poursuivants et poursuivis. Le résultat est une augmentation du chômage dans de nombreux secteurs des services et de la petite industrie. Comme se demandait l'écrivain Juan José Milias, que se serait-il passé si ces grandes manifestations avaient eu lieu pour des augmentations de salaire ou l'amélioration de retraites? Quel élan important et véritablement démocratique aurait-elle constitué? Il est impossible de déconstruire ce délire, entre guillemets, facilement. C'est un délire difficile de caractériser car il mélange des éléments du fascisme avec les masses de harcèlement, du nazisme par la perversion du langage, d'un discours sentimental d'Ambaré avec son amour à la terre, d'un discours de supposées victimes par rapport à l'Espagne et à l'Europe. Les conflits sociaux et les conditions de vie des citoyens semblent ne pas avoir d'importance. Une Catalogne indépendante, disent-ils, au peuple appauvri, serait un paradis. Il y aurait de l'argent en abondance puisque l'Espagne nous vole. C'est ainsi que ce mouvement entre dans la série des avares qui ne veulent pas partager les impôts avec les autres.
tout comme la Ligue du Nord en Italie ou le mouvement mené par Marie Le Pen. Cette réalité inventée comprend également des éléments clairement religieux, catholiques et masochistes. Un des dirigeants emprisonnés dit qu'il mène une lutte entre le bien et le mal. Et ses adeptes ont installé sur une place de la ville de Vic une cage où ils restent des heures à tour de rôle pour ressentir ce que subit leur dirigeant emprisonné. La brutalité des crises est la conséquence nécessaire d'un système qui ne fonctionne que par l'appât du gain et qui est lié à 3 conséquences structurelles, l'inégalité, la corruption et le populisme. La présentation du colloque décrit parfaitement les traits de ces mouvements psychiques de masse du type maniaque, le clivage, le déni, l'omnipotence des idées, et suggère que nous élaborions de nouvelles réponses. Jusqu'à présent, je ne peux que me poser de nouvelles questions afin d'essayer de comprendre notre temps. Je crois que nous avons les outils théoriques pour le formuler. Par exemple, le fantasme fondamental on bat un enfant, part importante de notre théorie. Prédispose-t-il à la division continuelle entre bourreau et victime? Comment ce fantasme correspond à l'entrée du sujet dans le langage? C'est-à-dire qu'en tant que par l'être, nous commençons notre existence avec cette dichotomie. Serons-nous alors toujours divisés entre ceux qui jouissent du pouvoir et ceux qui jouissent de la soumission? En outre, ce fantasme produit le fantasme parricide, source constante de culpabilité. Comment penser chaque ressurgissement de ces mouvements alimentant la civilisation de la haine? Les réponses que les marxistes, entre guillemets, ont essayé de donner avec les révolutions dans les pays sous-développés et qui ont fini dans l'horreur de camps de rééducation ou de châtiment, ont eu comme conséquence la disparition de l'idéal démocratique d'une civilisation qui, comme disait Marx, entrerait enfin dans la période vraiment historique. Établir l'équilibre entre l'individuel et le collectif sans écraser aucune des instances est le problème principal de la civilisation. Marx pariait pour le développement technologique comme condition préalable, Freud pour celui de la culture. Comme psychanalyste, la direction de la cure, je pense, est notre activité principale. Tout comme les activités politiques ayant un rapport à cette cure, telles que le débat scientifique, la lutte contre le DSM, comme la newsletter de Patrick Langman, le diagnostic de TDAH et la médication de l'enfance, les traitements de souffrance mentale, notre position face au changement dans la constitution des familles et la sexualité des sujets, la participation des psychanalystes dans le domaine de ce qu'on appelle la santé mentale, ou la création d'associations solidaires telles que Umbral à Barcelone. Quant à la politique directe, je ne suis pas d'accord avec une position collective des institutions psychanalytiques, comme par exemple la propose la dite gauche lacanienne. Serions-nous des psychanalystes de gauche l'idéal pour les analysants de gauche? Je penche plutôt pour que chacun d'entre nous, en tant que citoyen, puisse opter pour la position politique qui lui semble la plus adéquate. Outre celle dont j'ai parlé auparavant, il existe une activité importante pour les psychanalystes que même si elle n'aura pas de conséquences à court terme, elle en aura avec le temps. Il s'agit de la création d'espaces de réflexion tels que ce colloque, la production d'idées qui s'infiltrent avec insistance dans la société, comme l'a fait la psychanalyse depuis son invention. Je finis. De ma jeunesse de militante, j'ai toujours été préoccupée par la servitude volontaire. Comme analystes, nous étudions cette soumission dans les relations individuelles, dans le masochisme, mais pas toujours dans ses conséquences sociales
et tout particulièrement pour nous dans les institutions psychanalytiques et leur mode d'organisation. C'est un thème important auquel réfléchir, comme quelques analystes le font déjà. Est-ce une utopie que de penser une société de producteurs libres, une société dont les ressources de toutes sortes ne soient pas la propriété du 1% de la population mondiale est-elle possible? La réflexion sur les fantasmes en bas un enfant, le meurtre du père, la faute et la culpabilité pourrait-elle éviter l'invention des utopies maniaques et cruelles? Ou bien il serait nécessaire un changement préalable et impossible à prévoir dans l'organisation sociale pour que l'imaginaire de ce fantasme se modifie? On ne peut pas avoir confiance à l'influence immédiate des idées. Par contre, à long terme, les idées font leur travail, tout comme les œuvres d'art, la littérature, les inventions scientifiques et les créations sociales collectives. Comme dit le poète nord-américain que j'aime, Kenneth Rexroth, contre la course du monde, il n'y a qu'une défense, l'acte créateur.